Que feriez-vous si votre mère vous enfermait dans les toilettes le jour de votre mariage pour vous empêcher d'épouser quelqu'un parce qu'il était pauvre? Pardonneriez-vous à votre mère? Voyons ce qui s'est passé dans le cas d'Abu et Sophia. Il était une fois, à Lagos, une importante marchande de riz prospère nommée Juliana. Juliana était une femme d'affaires féroce, égoïste et impitoyable, qui ne se souciait que de ses propres intérêts, même si cela signifiait que d'autres devaient en souffrir. Elle avait une belle-fille nommée Sophia, qui était tout pour elle, le centre de son univers. Juliana avait une philosophie: si l'on fréquente les pauvres, on finit par devenir pauvre. Elle détestait la pauvreté, qui ne la déteste pas. Sa haine pour la pauvreté la poussait à mépriser les pauvres qui l'entouraient, les traitant comme une maladie contagieuse. Et elle s'efforçait constamment d'inculquer cette philosophie à sa fille unique, Sophia. Juliana n'a pas toujours été ainsi. Des années de souffrance et de torture ont brisé quelque chose en elle: son humanité, son empathie et son amour pour l'humanité. L'histoire de Juliana a commencé il y a de nombreuses années. À seulement 16 ans, elle a perdu ses 2 parents et ses oncles cupides ont accaparé tous les biens de son père, la laissant sans rien d'autre que ses vêtements. À 18 ans, elle a été mariée à un vieil homme maladif nommé Douglas, qui avait déjà 4 épouses. Juliana a subi humiliation et souffrance de la part de ses coépouses aînées, furieuses que leur mari ait engagé une jeune épouse pour les provoquer. Les enfants de Douglas, pour la plupart plus âgés qu'elle, ne lui ont pas facilité la vie non plus. Ils lui donnaient des ordres comme à une esclave et l'insultaient sans raison. À 19 ans, Juliana a eu Sophia, une fille qui a apporté un peu de bon sens dans son monde chaotique. Mais quelques mois après la naissance de Sophia, Douglas est décédé, laissant derrière lui une grande famille polygame dans un chaos encore plus grand. Les femmes et les enfants se sont disputés l'héritage pendant des mois, Juliana et son bébé étant coincés au cœur de cette querelle familiale. Finalement, le fils aîné hérita de la maison, et sa mère, la première épouse de Douglas, lui demanda de jeter Juliana et son bébé à la rue. C'est ainsi que Juliana et son bébé se retrouvèrent sans abri, sans nourriture, sans abri. Juliana était dévastée, et avec son bébé, elle se réfugia presque toutes les nuits dans un bâtiment inachevé. Chaque nuit, Juliana pleurait et maudissait son sort. Puis un jour, quelque chose se brisa en elle. Déterminée, elle jura de ne plus jamais être pauvre ni de fréquenter les pauvres. Elle jura également que sa fille, Sophia, n'épouserait jamais un homme pauvre ni ne se lierait d'amitié avec des gens pauvres. Des années plus tard, Juliana devint riche et resta fidèle à sa philosophie. Elle offrit à Sophia le meilleur en tout, l'école, les vêtements, et même la nourriture. Mais elle contrôlait tout dans la vie de Sophia, jusqu'aux enfants avec qui elle jouait et au type d'amis qu'elle entretenait. Ils devaient être issus de familles aisées. Sophia, cependant, n'était pas comme sa mère. Elle était gentille, douce et empathique. Elle n'hésitait pas à partager avec d'autres enfants, quel que soit leur statut familial, ce qui rendait Juliana furieuse. Un jour, Juliana rentra tôt du marché et trouva Sophia en train de déjeuner dans la même assiette que Dumb, la fille de leur domestique. Les yeux de Juliana s'écarquillèrent de rage. « Que se passe-t-il ici, Sophia » hurla-t-elle. « Que fais-tu à manger avec les domestiques? Je ne t'ai pas prévenu de ne fréquenter que des gens de ton statut? Et toi, Dumb, que fais-tu assis dans mon restaurant italien? Sors ton corps immonde de ma table » hurla Juliana, furieuse. « Maman, arrête. C'est mon ami. Je l'ai invité à manger avec moi » tenta Sophia de défendre Dumb, ce qui ne fit qu'accroître la colère de Juliana. « Sophia, avant que je ne m'abatte sur toi, va dans ta chambre et attends ta punition. Et toi, Dumb, où est ta mère inutile, Agatha ?» Juliana appela l'employé de maison qui nettoyait la cuisine. Agatha entendit toutes les méchancetés que Juliana disait à sa fille et les larmes lui montèrent aux yeux. Mais elle ne pouvait rien faire, car elle et sa fille avaient besoin de ce travail. Essuyant ses larmes, elle esquissa un faux sourire et alla au salon répondre aux appels de Juliana. « Oui, madame, vous avez appelé. »« Désolée, j'étais dans le jardin en train de faire quelque chose, » dit Agatha. « Agatha, combien de fois t'ai-je prévenu de ne pas laisser ta fille sale et puante entrer dans mon salon? C'est ton dernier avertissement. Je ne veux plus jamais revoir ta fille avec la mienne. Compris? Tu devrais rester à ta place. N'importe quoi. » Ce jour-là, Juliana punit Sophia pour avoir mangé avec la fille de la bonne. Mais dès le lendemain, Sophia partit à la recherche de Dumb dans les quartiers de la bonne. Cela continua jusqu'au jour où Juliana renvoya Agatha et la jeta dehors, elle et sa fille. Lorsque Sophia apprit ce que sa mère avait fait, elle fut dévastée.
Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère détestait autant les pauvres. Chaque dimanche après la messe, Juliana ne parlait à aucun membre de l'église locale et ne laissait jamais Sofia se mêler aux autres enfants. Sofia ne pouvait que les regarder jouer, la joie aux lèvres, depuis les vitres teintées du SUV de sa mère, tandis qu'il quittait l'enceinte de l'église. Enfant, Sofia vécut isolée. Devenue adulte, elle fit tout son possible pour échapper à l'emprise de sa mère. Son entrée à l'université fut comme une libération. Sa mère voulait l'envoyer étudier à l'étranger, mais Sofia la supplia de la laisser plutôt intégrer une université nigériane, en lui fournissant un argumentaire bien rédigé. Lorsque Juliana a finalement accepté, Sofia était ravie. Elle était désormais libre d'explorer et de socialiser avec des gens, quel que soit leur milieu familial. Sofia a repris les cours comme n'importe quel autre étudiant. Bientôt, la charge de travail du semestre est devenue plus intense, avec des examens, des devoirs et des projets de groupe. Un jour, un professeur a placé les élèves par deux pour un projet de groupe qui comptait pour 30% de la note finale. Sofia était jumelée à un garçon prénommé Abu. Abu était le genre de garçon promis à la gloire. Il était intelligent, beau et futé, et Sofia ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Chaque fois qu'ils se réunissaient pour leur projet de groupe, Abu faisait la majeure partie du travail, tandis que Sofia se contentait de le suivre, appréciant sa compagnie. Très vite, ils sont devenus très proches. Même après la fin du projet, ils ont continué à étudier ensemble. Rapidement, des sentiments ont commencé à naître entre eux. Ils sont tombés amoureux et ont commencé à sortir ensemble. Sofia aimait profondément Abu, mais une chose chez lui allait pousser sa mère à le rejeter. Il venait d'un milieu pauvre. Abu était orphelin et n'avait qu'une tante pauvre. Sofia savait qu'il serait presque impossible pour sa mère d'accepter Abu, mais elle ne pouvait pas le laisser partir. Il la rassurait, l'aimait et lui ouvrait les yeux sur de nouvelles perspectives grâce à sa sagesse. Elle se disait qu'il n'était pas encore prêt à se marier. Le moment venu, il trouverait une solution. Des années plus tard, Sofia et Abu obtinrent leur diplôme, Abu étant le meilleur élève de toute l'école. Peu après, il décrocha un poste de cadre junior dans une entreprise de construction. Son salaire était modeste, mais suffisant pour fonder une famille. Un soir, Abu invita Sofia à dîner et la demanda en mariage. Malgré sa peur de la réaction de sa mère, Sofia accepta. Quelques jours plus tard, Sofia rassembla tout son courage et annonça ses fiançailles à sa mère. Sa mère sursauta d'excitation à la nouvelle. « Ma fille, qui est-il? De quelle famille est-il? Est-ce que je le connais? Où a-t-il obtenu son diplôme? A-t-il une mère? Est-elle plus classe que moi? Allez, Sofia, raconte-moi tous les détails croustillants. » Juliana dit, s'extasiant sur la bague de fiançailles. « Maman, tu ne le connais pas. Il s'appelle Abu. Il est cadre junior chez AB Construction Compagnie. Non, il n'a pas de parents et il n'est pas issu d'une famille riche. Mais j'aime cet homme profondément, de tout mon cœur, et je veux passer le reste de ma vie avec lui. » L'excitation de Juliana se transforma en terreur en un instant. Elle eut l'impression qu'on lui versait de l'eau froide sur le visage. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Quoi, Sofia? C'est un simple cadre, un cadre junior qui plus est. Et tu veux te contenter de lui après tout ce que je t'ai appris toutes ces années? Mon Dieu, j'aurais dû t'envoyer étudier à l'étranger. Tu n'épouseras jamais ce garçon, point final, déclara Juliana en sortant, furieuse. Pendant les 2 mois qui suivirent, Sofia et sa mère se livrèrent à une bataille acharnée. Juliana refusa d'accepter Abu et alla même jusqu'à lui trouver un partenaire convenable. Mais Sofia s'opposa et menaça que si sa mère ne la laissait pas épouser Abu, elle n'épouserait plus personne d'autre et disparaîtrait à jamais. Après de nombreuses disputes et chamailleries, Juliana finit par accepter que Sofia puisse épouser Abu. Si seulement elle connaissait le plan qu'elle avait en tête. Le jour du mariage arriva avec une certaine excitation. Tout était prêt, la salle réservée, le gâteau de mariage préparé et la robe de mariée parfaite, bien rangée dans le placard. Il ne restait plus à Sofia qu'à marcher jusqu'à l'hôtel avec son amant et à dire « oui », pour toujours. Ce jour-là, Sofia fut maquillée par la meilleure maquilleuse et coiffeuse professionnelle que sa mère avait personnellement payée. Elle enfila sa robe de mariée avec à la fois excitation et nervosité. À ce moment-là, Juliana entra dans la pièce, magnifiquement vêtue d'une tenue de mère de la mariée, un sourire éclatant aux lèvres. Juliana demanda à tout le monde de quitter la pièce pour qu'elle puisse profiter d'un moment mère-fille avec la mariée avant de descendre l'allée. « Sofia, ma fille, tu fais une belle mariée. Même si je n'apprécie pas ton choix de mari, j'aurais préféré un homme riche pour toi,
Que puis-je faire? Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Merci, maman, de me soutenir, dit Sophia avec gratitude. Sophia, assure-toi d'uriner à la maison avant d'aller au mariage. Vérifie que ta vessie est vide pour éviter de finir aux toilettes en robe de mariée, dit Juliana, attirant Sophia dans la salle de bain. Sophia comprit le sens des paroles de sa mère et entra, ignorante, dans la salle de bain pour se soulager, vidant sa vessie comme sa mère le lui avait conseillé. Mais lorsqu'elle eut fini, la porte de la salle de bain ne s'ouvrit plus. Elle tourna la poignée, mais elle ne bougea pas. Sophia, paniquée, se mit à frapper à la porte pour attirer l'attention de sa mère. Rien. Au début, elle crut que la porte était coincée, mais le temps pressait. C'était le jour de son mariage et elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Sophia cria à l'aide tout en frappant à la porte, mais personne ne vint. Sa mère, de l'autre côté de la porte, affichait un sourire victorieux. Juliana avait volontairement enfermé Sophia dans la salle de bain pour gâcher le mariage. C'est bien fait pour toi. Voyons comment tu vas épouser ce misérable rat d'église, ricana-t-elle. Juliana sortit de la chambre et paya la maquilleuse et la coiffeuse, leur disant que leur service n'était plus nécessaire. Elle renvoya les demoiselles d'honneur et les invités, les informant que le mariage était annulé. Ce jour-là, Juliana se rendit à l'église où le mariage devait avoir lieu. À son arrivée, elle fit un spectacle grandiose, versant des larmes de crocodile. Abu, qui attendait avec ses amis et sa famille, fut stupéfait de voir la mère de la mariée pleurer à chaudes larmes. « Maman, que s'est-il passé? Où est Sophia? Elle devrait être là. Abu, je ne trouve pas ma fille. Je me préparais dans ma chambre, et quand je suis sortie pour voir comment elle allait, on m'a dit qu'elle était partie. Elle a laissé cette lettre pour toi, dit Juliana en tendant un mot à Abu. Abu recula en titubant en lisant le mot. Sophia avait écrit qu'elle avait fait une erreur en acceptant de l'épouser. Elle disait qu'elle ne pouvait pas vivre avec un homme qui n'avait rien à lui offrir et que la vérité lui avait été révélée. Ne me cherche pas. Je quitte le pays pour être avec un homme digne de moi, disait le mot. Abu n'en croyait pas ses yeux. Le matin même, ils avaient discuté, et elle avait dit qu'elle avait hâte d'être sa femme. Que s'était-il passé? Il fixa de nouveau le mot. C'était l'écriture de Sophia. Abu sortit de l'église en larmes, errant sans but. La douleur d'avoir été abandonné à l'autel était insupportable. Un par un, les invités partirent, et le pasteur officiant n'eut d'autre choix que d'annuler le mariage, la mariée s'étant apparemment enfuie. Juliana rentra chez elle avec un sourire satisfait. Elle s'était débarrassée d'Abu pour de bon. Sur son corps sans vie, elle permettrait à sa fille d'épouser un homme pauvre. De retour chez elle, elle se versa une coupe de champagne et s'installa sur le canapé, l'air insouciant, tandis que Sophia était toujours dans la salle de bain, hurlant, pleurant et frappant à la porte. Elle grattait, elle ouvrit la porte, essayant désespérément de sortir. Elle avait perdu la notion du temps. Abu devait être si inquiet à présent. Mais sa mère n'ouvrit la porte que le lendemain matin, après que le mariage eût été gâché depuis longtemps. Le lendemain matin, Sophia sortit en titubant de la salle de bain, vaincue et abattue. Elle fixa sa mère avec douleur. « Maman, tu as ruiné ma vie et mes chances de bonheur. Puisque tu as ruiné ce mariage, je vais rester avec toi dans cette maison, et nous vieillirons ensemble. Oublie l'idée que je me marie un jour. » Ce jour-là, Sophia sortit en courant, toujours vêtue de sa robe de mariée et d'un maquillage abîmé. Elle alla chez Abu pour tout lui expliquer, mais elle ne le trouva pas. Elle alla chez sa tante, mais ne trouva personne non plus. Après avoir sillonné la ville à la recherche de son époux, Sophia rentra chez elle, épuisée et dévastée. Quelques mois après le mariage gâché, un événement terrible se produisit. Juliana reçut un appel de détresse d'un de ses employés. Son entrepôt principal, où elle stockait des sacs de riz pour son entreprise, fut la proie des flammes. Pas un seul grain de riz ne put être sauvé. Juliana fut profondément choquée et son cœur lâcha. Elle s'effondra et fut transportée d'urgence à l'hôpital, où le médecin lui annonça la mauvaise nouvelle. Juliana avait subi une grave crise cardiaque qui avait entraîné un accident vasculaire cérébral. Une opération d'urgence fut pratiquée pour lui sauver la vie. Cependant, des complications survinrent, nécessitant une nouvelle intervention. Au total, 5 interventions furent pratiquées pour stabiliser Juliana, mais le médecin prévint qu'elle risquait de ne plus jamais vivre normalement et de ne plus jamais marcher. Les années passèrent, et Juliana n'était plus que l'ombre d'elle-même, clouée à un fauteuil roulant. Les visites régulières à l'hôpital et les opérations chirurgicales épuisèrent leurs finances.
L'entreprise de Juliana ne se remit jamais de l'incendie qui détruisit son entrepôt, et ils durent vendre la plupart de leurs biens, dont leur manoir, pour payer leurs frais médicaux et leurs besoins de base. Madame Juliana, autrefois puissante marchande de riz, était devenue l'ombre d'elle-même en quelques mois. Se nourrir et acheter des médicaments devenait un véritable défi. Sophia n'eut donc d'autre choix que de dépoussiérer son diplôme et de se mettre en quête d'emploi. Un jour, Sophia apprit que l'entreprise AB Construction recrutait pour un poste de réceptionniste. Ce n'était pas un poste prestigieux, mais c'était mieux que rien. Elle prépara son CV et postula. Quelques jours plus tard, elle reçut un courriel l'informant qu'elle avait réussi la première sélection et qu'elle était convoquée à un entretien. Le jour de l'entretien, Sophia s'habilla avec élégance et assurance, pleine d'espoir. À la fin de la journée, elles furent tenues et le poste lui fut proposé. Enthousiaste, Sophia reprit le travail le lendemain. Plus tard dans la journée, alors que Sophia était assise à son bureau dans le somptueux espace d'accueil d'AB Construction, une silhouette familière franchit les portes coulissantes. Il était vêtu d'un riche costume italien. Ce n'était autre qu'Abu. Sophia n'en croyait pas ses yeux. Elle n'avait pas vu Abu depuis des années. Elle avait essayé de le contacter après l'échec du mariage, mais il avait complètement disparu. Et voilà qu'il entrait dans la réception avec assurance et autorité. Sophia voulut esquiver et se cacher derrière son bureau, mais elle changea d'avis. Après tout, elle n'était pas une voleuse. Elle redressa les épaules, se redressa et afficha un sourire professionnel, malgré un cœur battant à tout rompre. Ses mains et ses pieds transpiraient abondamment. C'était mon mari, pensa-t-elle, le cœur serré. Il était maintenant avec une autre femme. Qui était-elle? Sont-ils mariés? Se demanda Sophia en fixant la femme élégante et raffinée qui marchait à côté d'Abu. Plus tard dans la journée, à l'heure du déjeuner, Sophia demanda à sa collègue des nouvelles d'Abu et on lui annonça qu'il était le nouveau PDG d'AB Construction. Le cœur de Sophia se brisa encore plus. Sa mère avait gâché leur mariage des années auparavant parce qu'il était pauvre, et maintenant, la situation s'était inversée. De retour à la maison ce soir-là, Sophia annonça à sa mère la nouvelle du siècle. Abu était désormais PDG d'AB Construction. Maman, Abu est maintenant un homme riche. Je crois qu'il est marié. Je l'ai vu avec une belle femme aujourd'hui au bureau, dit Sophia en pleurant amèrement. Mon enfant, j'ai retenu la leçon. Je suis devenue une autre personne. La vie m'a appris l'humilité. Je ne peux pas défaire tout ce que j'ai fait, mais pardonne-moi, dit Juliana, incapable elle aussi de retenir ses larmes. Cette nuit-là, Sophia ne put dormir. Son cœur était lourd. Astérisque Abu est parti pour toujours astérisque, pensa-t-elle, incapable d'empêcher les larmes de couler sur ses joues. Elle envisagea même de quitter son travail, car c'était trop douloureux de la voir si proche, mais inaccessible. Mais elle ne pouvait pas. Elle et sa mère avaient besoin de ce travail pour survivre. Le lendemain matin, Sophia se réveilla déterminée. Elle devait tourner la page puisqu'Abu était parti avec une autre femme. Elle se força à rester professionnelle et à mettre ses émotions de côté. Mais le destin en avait décidé autrement. Un après-midi, le téléphone fixe de la réception sonna. Lorsque Sophia décrocha, sa voix trembla un instant. C'était le PDG, Abu. Sophia, viens dans mon bureau, dit-il avec autorité. Sophia se dirigea vers le bureau du PDG, nerveuse et les jambes tremblantes, des pensées diverses lui traversant l'esprit. Arrivée là, elle se retrouva face à face avec l'amour de sa vie. Elle observa Abu de plus près, et oui, il était devenu encore plus beau et distingué. Sophia et Abu restèrent là, à se fixer du regard, attendant que l'autre brise le silence. « Bonjour Sophia. Asseyez-vous, » dit Abu d'une voix froide. Sophia s'assit sur le canapé luxueux, comme une bonne élève. « Comment allez-vous? Je ne m'attendais pas à vous trouver ici, dans un magasin comme AB Construction, » dit Abu. « Que voulez-vous dire? » demanda Sophia. « Eh bien, j'ai reçu ta lettre le jour où tu m'as abandonné devant l'hôtel. Tu disais quitter le pays pour rejoindre un homme plus riche, » dit Abu, la voix brisée par des années de douleur refoulée. « Je n'ai jamais écrit de lettre et je ne t'ai jamais abandonné devant l'hôtel. Ma mère m'a enfermé dans la salle de bain toute la journée. Je t'ai cherché partout après ça, sans succès, » dit Sophia, les larmes aux yeux. « Menteuse !» accusa Abu. « Pourquoi mentirais-je, Abu? Tu peux demander à la demoiselle d'honneur ou même à ma mère. Elles te diront ce qui s'est passé. »« Mais ta mère a dit que tu avais disparu. » « Abu, enfin, monsieur, je n'ai jamais disparu.
J'ai été attirée dans la salle de bain et enfermée toute la journée. Ma mère ne t'a jamais vraiment approuvé, mais je n'aurais jamais cru qu'elle irait aussi loin pour tout gâcher, dit Sophia. J'espère que tu es mariée à l'homme qu'elle approuve maintenant, demanda Abu. J'ai refusé d'épouser un autre homme. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mais je vois que tu as tourné la page. Tu es probablement mariée maintenant avec des enfants, non? Demanda Sophia. Abu rit doucement et dit, Sophia, je ne suis pas mariée. En fait, je suis célibataire. J'ai même besoin d'une femme en ce moment même. Abu raconta à Sophia qu'il avait obtenu une bourse pour faire son master à l'étranger après leur mariage raté. Une fois son cursus terminé, il rejoignit AB Construction Company. Il économisa de l'argent et racheta AB Construction alors qu'ils étaient au bord de la faillite, la transformant en une entreprise florissante. Sophia raconta également à Abu tout ce qui lui était arrivé, l'entreprise et la santé de sa mère, et tout ce qu'ils avaient traversé. C'est ainsi que les deux tourtereaux reprirent contact et recommencèrent à se parler. Quelques semaines plus tard, ils recommencèrent à se fréquenter. Abu demanda Sophia en mariage une deuxième fois, et cette fois, elle accepta. Il n'y eut aucun obstacle. Juliana s'excusa auprès d'Abu pour la douleur qu'elle lui avait causée, à lui et à Sophia, des années auparavant, et leur donna sa bénédiction. Quelques semaines plus tard, Abu et Sophia se marièrent. Le couple se retrouva et le vœu de Juliana se réalisa enfin. Sa fille épousa un homme riche, mais au prix d'un lourd tribut. Salut mes chéris. Que pensez-vous de cette histoire? Quelles leçons en avez-vous tirées? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche. Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. En attendant une autre histoire croustillante et intéressante, à bientôt. Dans un marché animé où les gens portaient des vêtements colorés et vendaient toutes sortes de choses, il y avait une boutique spéciale dont tout le monde parlait. La boutique de perruques Kakishi, le propriétaire, était un homme charmant qui souriait toujours, et ses perruques étaient le sujet de conversation du moment. Les jeunes filles et les femmes de la ville étaient enchantées par les perruques de Kishi. Elles se battaient et se disputaient juste pour en acheter une. Je dois être à mon meilleur, mais je ne peux pas être à mon meilleur sans les perruques de Kishi, se disaient certaines d'entre elles. La compétition pour acheter les perruques de Kishi devenait féroce. Les femmes économisaient tout leur argent et même empruntaient juste pour pouvoir s'en offrir une. Ces perruques me feront sentir comme une reine, disait-elle. Le marché était toujours en effervescence autour de la boutique de Kishi, et la demande pour ces perruques le rendait très excité. Mais savez-vous ce qu'il y avait d'intrigant avec les perruques de K? Elles étaient maudites. Les gens ne savaient pas que les perruques étaient maudites. Ils voyaient seulement à quel point elles étaient belles et se battaient toujours pour les acheter. Toute femme qui achetait une perruque dans la boutique de Kishi vivait toujours quelque chose de négatif dans sa vie. Mais elle ne comprenait jamais d'où venait le problème et ne soupçonnait jamais que leur problème venait des perruques de Kishi. Une jeune femme nommée Adalisa, qui venait de se marier, était tellement excitée parce qu'elle venait de découvrir qu'elle était enceinte. En annonçant la nouvelle à son mari, il lui demanda « Ma chère femme, pour célébrer notre enfant à naître, que veux-tu que je t'achète ?» Adalisa répondit « Mon mari, je veux une des perruques de K. J'ai toujours rêvé de porter une des perruques de K, et s'il te plaît, je ne me dérangerai pas si tu m'achetais une perruque dans la boutique de Kishi. » Son mari lui donna de l'argent pour acheter la perruque de Kishi pour se féliciter d'avoir un enfant en route. Le lendemain, Adalisa se rendit chez Kishi à sa boutique. « Kishi, je veux acheter cette perruque. J'ai rêvé d'acheter une perruque chez toi. Je veux dire, tu es le sujet de conversation de la ville, quelle femme ne voudrait pas acheter une perruque chez toi? S'il te plaît, donne-moi une de tes perruques. Combien cela coûte-t-il? Mon mari m'a déjà donné de l'argent, et je veux l'acheter maintenant, dit Adalisa. Quand Adalisa rentra chez elle, elle était tellement excitée d'avoir enfin acheté une perruque dans la boutique de Kishi. Au moins, quand les autres femmes de la ville parleraient des perruques de Kishi, elle pourrait aussi participer. Immédiatement après qu'Adalisa eut porté la perruque sur sa tête, quelques heures plus tard, elle fit une fausse couche, elle perdit la grossesse. Il ne savait pas d'où venait le problème et ne soupçonnait jamais que c'était la perruque qu'Adalisa avait achetée dans la boutique de Kishi qui avait causé la fausse couche. La prochaine fois qu'Adalisa tomba enceinte, et chaque fois qu'elle mettait cette perruque, elle faisait toujours une fausse couche. Adalisa ne savait toujours pas ce qui se passait, et cela continuait à se produire dans son mariage. Chaque fois qu'Adalisa portait cette perruque, elle rencontrait toujours un problème ou un autre dans son mariage. Une autre belle jeune femme nommée Abik s'était récemment fiancée à l'amour de sa vie, et était tellement excitée qu'elle décida de célébrer ses fiançailles et son mariage à venir en achetant une perruque dans le magasin de Kishi.
Je dois acheter une perruque dans le magasin de Kishi parce que je dois utiliser la perruque de Kishi pour mon mariage. Je veux dire, j'ai dit à ma coiffeuse que je viendrais avec la perruque de K et je dois la porteur, se dit Abik. Abik se rendit au magasin de Kishi et acheta une perruque dans l'intention de l'utiliser pour son mariage. Le jour même du mariage d'Abik, juste après avoir mis la perruque achetée chez Kishi, son fiancé annula soudainement le mariage. Il bouleversa tout et déclara qu'il ne voulait plus épouser Abik. Tout le monde était confus, et Abik elle-même était perplexe. Elle se demanda ce qu'elle avait fait pour mériter cela et se demanda « Comment mon fiancé peut-il soudainement décider de ne plus m'épouser? Que ai-je fait ?» Abik ne savait pas que c'était la perruque qu'elle avait achetée chez Kishi qui avait causé le chaos le jour de son mariage, et c'est ainsi que le mariage d'Abik fut annulé. Pendant que les femmes portaient les perruques qu'elle avait achetées dans le magasin de Kishi, des choses étranges commencèrent à se produire dans leur vie, et elles ne soupçonnaient jamais que c'étaient les perruques qui causaient tous ces problèmes. Une chanteuse nommée Na, connue pour sa belle et mélodieuse voix, perdit sa voix immédiatement après avoir porté la perruque. Ephora, une danseuse talentueuse, se blessa mystérieusement à la jambe. Leur chance semblait disparaître, et elle ne comprenait pas pourquoi. Le marché était rempli de murmures et d'inquiétudes. Dans ce même marché vivait une fille sage et intelligente nommée Adana. Sa mère tenait une épicerie dans le marché. Adana, très observatrice, remarqua les changements qui se produisaient chez les femmes qui achetaient des perruques dans le magasin de Kishi. Elle vit comment les femmes qui portaient les perruques semblaient perdre leur talent et leur chance dans le marché. Elle dit à sa mère, « Maman, as-tu vu ce qui se passe avec les femmes qui portent les perruques de K? Imagine cette tante qui vend des vêtements en bas de la route, elle n'arrête pas de se plaindre de la malchance dans son commerce. Et j'ai remarqué que cela a commencé dès qu'elle a acheté une perruque dans le magasin de Kishi. Et que dire de tante Na? Son commerce a commencé à s'effondrer, et son mari l'a chassée de la maison, tout cela après qu'elle ait acheté une perruque dans le magasin de Kishi. Je ne pense pas que le commerce de K soit pur, maman. Sa mère répondit, « Ma fille, je pense que tu as raison. Mais nous devons être très prudentes car même moi je sais que quelque chose ne va pas avec ce Kishi. » Elle parla aux femmes touchées dans le marché. Certaines d'entre elles dirent « Mon commerce prospérait autrefois, mais depuis que j'ai commencé à porter cette perruque, il ne fonctionne plus bien. » D'autres filles du marché partagèrent leurs expériences. « J'étais une bonne chanteuse, mais maintenant je ne peux plus chanter, » dit l'une d'elles. Une autre dit « J'étais la meilleure danseuse, mais maintenant je ne peux même plus marcher correctement. » Par coïncidence, Adalisa vint au marché pour acheter des provisions. En entendant la conversation d'Adana et des autres, elle dit aussi « Ah, pas étonnant. Chaque fois que je mets cette perruque, je fais une fausse couche. » Adana écouta attentivement tandis que les femmes se lamentaient, assemblant les pièces du puzzle. Mes chers spectateurs, je suis sûr que vous vous demandez aussi comment Kishi a commencé à vendre des perruques maléfiques. Eh bien, Kishi n'a pas toujours été un vendeur de perruques. Il était autrefois un humble commerçant vendant des marchandises ordinaires. Un jour, il rencontra un vieil homme mystérieux nommé Babazu, qui lui promit une grande richesse s'il suivait ses conseils. Babazu apprit à Kishi comment fabriquer des perruques en utilisant la magie noire. Les perruques seraient belles, mais elles porteraient malheur à ceux qui les porteraient, et en retour, les affaires de Kishi prospéreraient et sa richesse augmenterait. Aveuglé par la cupidité, Kishi accepta le plan. Kishi fabriqua sa première perruque maudite et la vendit à une femme riche. Peu de temps après, la femme tomba malade, mais les affaires de Kishi explosèrent. Les gens ne savaient pas que les perruques étaient maudites. Ils voyaient simplement à quel point elles étaient belles. Maintenant, vous savez comment Kishi a commencé son commerce de perruques maléfiques. Mais comment Adana a-t-elle fait tomber Kishi? Continuez à regarder pour le découvrir. Adana savait qu'elle devait agir, mais elle avait besoin d'un plan. Elle rassembla ses amis et leur partagea ses découvertes. Nous devons attraper Kishi en flagrant délit. Nous devons montrer la vérité à tout le monde, dit Adana. Ses amis acceptèrent de l'aider, déterminés à arrêter le mal. Une nuit, Adana et ses amis suivirent Kishi jusqu'à son atelier secret. Ils se cachèrent derrière les buissons et regardèrent tandis qu'il chantait des paroles étranges, faisant briller les perruques de lumière. Le cœur d'Adana s'emballa. Ils avaient la preuve dont ils avaient besoin. Le lendemain matin, Adana et ses amis confrontèrent Kishi sur le marché. « Kishi, tes perruques sont maudites. Tu utilises la magie noire pour nuire à notre peuple, » cria Adana. La foule se rassembla, murmurant sous le choc. Kishi tenta de nier les accusations. « Ce sont des mensonges. Mes perruques sont simplement belles, rien de plus, affirma-t-il. Mais Adana et ses amis étaient prêts.
Ils montrèrent à tout le monde une perruque maudite qu'il avait prise dans son atelier. Le marché se tut alors que les gens regardaient Kishi avec stupeur. « Est-ce vrai ?» cria quelqu'un. Le visage de Kishi devint rouge de colère, mais il ne pouvait pas cacher la vérité. Les gens étaient en colère et exigeaient des réponses. Juste au moment où tout le monde pensait que Kishi allait être attrapé, il tenta de s'enfuir. Mais Adana eut une idée astucieuse. Elle attrapa une de ses perruques et la lui jeta dessus. La perruque brilla et s'enroula autour de Kishi, le faisant trébucher et tomber. La foule poussa un cri de surprise en voyant la magie de la perruque se retourner contre Kishi. Adana resta fière, sans peur. « Nous devons l'empêcher de faire du mal à d'autres personnes, dit-elle. Les gens applaudirent et louèrent Adana pour son courage. Ils décidèrent d'emmener Kishi devant les anciens du village pour qu'il soit jugé. Sous la pression de la foule, Kishi confessa ses actes. Il leur parla de Babazu et de la magie noire. Les villageois furent horrifiés et attristés par sa cupidité. Les anciens du village écoutèrent la confession de Kishi et décidèrent qu'il devait annuler la magie qu'il avait jetée et quitter le village pour toujours. Kishi supplia qu'on lui accorde de la clémence, mais les anciens restèrent fermes. Sous les yeux vigilants des villageois, Kishi annula la malédiction des perruques, les rendant à leur état d'origine inoffensifs. Le village retrouva son calme, et les gens louèrent Adana pour son courage et sa sagesse. Kishi fut banni du village, ne devant jamais y revenir. Quant aux perruques maudites, elles furent brûlées, s'assurant que personne ne serait jamais plus victime de leur malédiction. Adana devint une héroïne dans son village, et les habitants vécurent heureux, libérés de la malédiction des perruques maléfiques.